Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et bonjour à tous de bon matin, 9e épisode déjà de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. J'ai l'impression qu'on a toujours fait ça de toute notre vie, n'est-ce pas? Je suis avec Laurent, expert SAV, moi c'est Johan, je fais des vidéos pour faire des vidéos tutos dans le domaine du SAV, pardon. Et aujourd'hui, pour ce 9e épisode, on va parler du SAV et du commerce, chat et chien. Ouais, le commercial, il a encore vendu n'importe quoi au client, ça correspond pas à ses besoins, ça fonctionne pas, et c'est encore moi qui vais devoir payer les pots cassés, c'est n'importe quoi. De toute façon, le commerce déteste le SAV et le SAV déteste le commerce. Bon gros cliché là, qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Alors, c'est à la fois un cliché et à la fois une réalité. Et toute la difficulté est là. C'est un cliché, on l'a un petit peu abordé dans un précédent podcast, c'est que, évidemment, la façon dont on valorise le commerce ou le service commercial et la façon dont on valorise le SAV ou les personnes du SAV dans l'entreprise sont différentes. Et cette différence encourage le fait que ce soit chien et chat entre les deux. Mais si on creuse un peu plus, on se rend compte en fait qu'il y a des choses qui sont très rationnelles derrière. C'est pas seulement une question de cliché. Par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises que j'ai rencontrées où les commerciaux et les techniciens ne se parlent quasiment pas. Les commerciaux vendent des équipements, ils font du mieux qu'ils peuvent, le marché est difficile, ils font face à de la concurrence, ils doivent négocier d'arrache-pied pour essayer de défendre chaque point de marge, ils doivent valoriser, trouver les bons arguments pour placer les produits. Et parfois, quand ils font ça, ils font des cadeaux. Oui, mais t'inquiète pas, de toute façon, le premier préventif, c'est bon, c'est pour moi. Ou t'inquiète pas, de toute façon, le SAV chez nous, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner, tu verras. Les pièces chez nous, tu vas avoir 48 heures, tu seras livré. Et ils vont parfois faire des promesses qui ne sont pas réalistes. Une fois que les promesses ont été faites, ben elles sont faites. On ne peut pas revenir dessus, parce que sinon, la confiance entre le commercial et le client va se rompre. Donc le commercial va faire tout ce qu'il peut en interne pour tenir ses promesses. Et si on est dans une entreprise, comme c'est assez souvent le cas, où le commerce a plus de poids que le SAV, ils ne sont pas au même niveau, eh bien à ce moment-là, le SAV va devoir s'exécuter, à tenir des délais qui sont quasi impossibles à tenir, à chercher des bouts de solutions, à démonter des pièces sur une machine pour pouvoir livrer parce qu'on n'en a pas d'autres en stock, à aller chercher, à faire les 8 distributeurs du coin pour aller chercher des consommables parce que, en fait, non, il y a une pénurie sur ce consommable depuis quelques semaines. On le sait très bien au SAV, mais le commerce ne le sait pas. Et ainsi de suite. Des exemples, il y en a des wagons. Donc, là, la question, si on veut sortir de ce mécanisme chien et chat, c'est d'abord de comprendre les contraintes de l'autre. C'est d'abord que les commerciaux comprennent les contraintes du SAV et que le SAV comprenne les contraintes des commerciaux. Parce que j'ai pris l'exemple des commerciaux vis-à-vis du SAV, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. C'est, de toute façon, au SAV, vous ne faites pas ce qu'il faut. La dernière fois que vous êtes intervenu, ça a pris des plombes. Vous êtes revenu 3 fois. Moi, quand je vais voir le client, il m'allume. Pour me dire, de toute façon, ton SAV, il ne tient pas la route. Donc ça marche dans les deux sens. C'est l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que le service parfait, ça n'existe pas. Il y a des difficultés, aussi bien dans la vente que dans le SAV. Et chaque collaborateur de chacun de ces deux services fait du mieux qu'il peut pour réaliser ses missions, avec les moyens que chacun a. Et donc là, je fais la relation avec est-ce que mon SAV est un SAV mal nécessaire ou pas. Donc, plus j'ai les moyens, plus je suis formé, accompagné, structuré, évidemment, mieux ça marche. Donc la question est comment en sortir? Comment on sort de ce mécanisme je t'aime moi non plus? Eh bien, la première chose que je conseille, c'est de faire déjà un petit vie-ma-vie. Okay. Faites en sorte qu'un commercial passe une journée au SAV, okay, prenne des clients en ligne, doivent gérer des tensions. Okay. Et de la même manière, faites en sorte que des techniciens accompagnent des commerciaux. Okay. Alors, il faut que ça se prépare un peu. Hein. Il faut absolument que l'un et l'autre fonctionnent bien ensemble, se comprennent, se fassent confiance, et en tout cas, se préparent. Okay. On n'improvise pas un binôme. Il y a besoin d'un peu de préparation. Pour que l'un et l'autre ne disent pas des choses qui se contredisent. Ça, c'est déjà arrivé. J'ai déjà vu des commerciaux et des techniciens. Un technicien qui est très honnête, très transparent, va dire non, ça, c'est pas possible.
sur ce que le commercial vient de dire. Là, le commercial va sortir les rames et commencer à essayer de sortir du truc. Donc non, ça se prépare. Mais bon, je m'étale pas trop là-dessus. En tout cas, Vie ma vie, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal, qui aide en tout cas à prendre conscience. Ça ne fait pas tout le changement, hein. On en est juste à la prise de conscience. Et puis, la deuxième chose, c'est de vous poser la question de comment vous valorisez le SAV par rapport au commerce. Comment aujourd'hui vous vendez des prestations. Si vous vendez très peu de prestations, vous faites que du pompier, ça va être très compliqué. Donc comment vous allez vers plus de prestations type contrat, type préventif, type des prestations qui vont un peu plus loin, formation. Comment vous travaillez ça de façon à ce que vous ayez plus de prestations à vendre et que vous puissiez commencer aussi à imaginer des morceaux de rémunération variable pour vos équipes techniques, pour le SAV. Okay, histoire de rétablir l'équilibre. Que toutes les personnes qui génèrent du chiffre d'affaires aient des mécaniques de rémunération similaires. Ça ne veut pas dire les mêmes niveaux, les mêmes montants, juste des mécaniques similaires. Et ce sera déjà un très bon début. Après, on creusera au fil du temps tout un tas d'autres choses à regarder, mais c'est un bon point de départ. Il y a des endroits quand même où c'est pas du tout le cas, cette guerre entre le commercial et le SAV ou... Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des entreprises qui ont compris. Ça commence toujours par des entreprises qui ont compris que les services associés à leurs équipements, c'est la source de rentabilité. C'est là qu'il faut aller chercher. Donc, ces entreprises, celles qui ont compris ça, en général, ont mis en place des mécanismes. D'abord, elles sont structurées, l'organisation est structurée, et elles ont partagé des temps entre les commerciaux et les techniciens. Elles ont arrêté de penser les deux séparément. Et ça, c'est très important parce que les deux ont à apporter quelque chose. Les commerciaux savent ouvrir les portes, ils savent aller rentrer chez des clients qui ne connaissent absolument pas, ils savent gérer tous les points de difficulté qu'il y a pour engager la relation, pour faire en sorte que le client s'intéresse à nous, s'intéresse à nos équipements, à nos services, et ils ont des mécaniques relationnelles en général qui sont très bonnes et qui permettent de nourrir la confiance dans la relation. Les équipes techniques, donc ça, les commerciaux ont à l'apporter au service technique. Le service technique, il va apporter de la légitimité, la crédibilité, la connaissance pointue des équipements, la connaissance d'un point de vue opérationnel. Comment les équipements vont réussir à s'adapter à ce contexte-là, chez ce client-là, dans ce secteur d'activité-là, avec ces éléments de contrainte. Et ils vont être capables de construire à la fois les mécanismes, les process internes qu'il faut développer, et en même temps, des propositions de valeur. Bah, tiens, là-dessus, il faudrait ajouter telle ou telle prestation pour réellement répondre aux besoins du client. Donc, les faire travailler ensemble, ça marche très bien. Et celles qui l'ont compris, eh bien, font partie de celles dont je parle assez régulièrement, qui génèrent des marges très significatives grâce aux services associés. D'ailleurs, ça paraît logique parce qu'on dit souvent que le commercial vend la première machine et que le service après-vente vend la deuxième machine. C'est vrai ça ou pas? Alors ça, c'est une façon un peu simple de dire les choses, mais qui est très très répandue, hein. Il y a eu ça, notamment dans les années 90-2000, je l'ai entendu très fréquemment, de dire le SAV, voilà, le commercial vend la première, le SAV vend la deuxième. Pour moi, c'est oui, le commercial vend la première, le SAV vend toutes les autres. C'est-à-dire que toute la suite n'est possible que si le SAV fait bien son job, tient toutes les promesses opérationnelles de l'équipement dans son mode de fonctionnement chez le client dans ce contexte-là. Si ça ne fonctionne pas bien, le service commercial va toujours ramer, va toujours être en difficulté pour vendre de nouvelles machines. Donc, en le disant sous cette forme-là, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on continue à opposer les deux. Il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait ça. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Les deux doivent fonctionner ensemble. Les propositions commerciales, quand on vend une machine, ça doit être réfléchi avec le SAV. Dans ce contexte-là, comment on va tenir la promesse de garantie? Comment on va tenir la promesse des délais de pièces de rechange? Comment on va tenir la promesse opérationnelle du fait que ça tombe le moins possible en panne? Que quand il y aura une difficulté d'utilisation, on va savoir répondre en temps et en heure. Ça se construit au moment de l'offre, quand le commercial réfléchit à la proposition. Et là, le SAV doit être impliqué, très tôt. Et ça, c'est au moment de la première vente, on va dire, ou des ventes suivantes. Et puis le deuxième, c'est quand le SAV va faire des propositions de contrat, le commercial doit être impliqué.
ok, pour dire oui, mais je connais tel concurrent qui fait ceci, qui fait cela. Chacun a des morceaux d'informations qui doivent être partagés. Toute l'alchimie est là. Je suis surpris d'entendre ça. Alors, moi, je suis du matériel agricole, je n'ai jamais vu ça. S'il y a des gens qui sont du matériel agricole qui nous écoutent ou qui nous regardent, dites-moi si ça existe. Mais ça me paraît super utopique. Mais ça a tellement de sens, en fait. Ça a tellement de sens parce qu'au moins, tout le monde est d'accord et puis le client, au final, il est encore plus satisfait, quoi. Clairement, clairement. Alors, il y a moins d'exemples dans le monde agricole, je te rejoins là-dessus, parce que aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de SAV qui sont de typologie mal nécessaire dans le monde agricole. C'est encore un des domaines qui a besoin d'avancer, mais parce qu'il y a plein de raisons, il y a plein de bonnes raisons qui fait que c'est un peu plus complexe dans ce monde-là. Mais c'est tout à fait possible. Je connais une ou deux entreprises dans ce monde-là qui fonctionnent bien. Euh, il y a de très bons exemples dans le monde du TP, dans le monde de la manutention, dans le monde des grandes lignes de production d'emballage, par exemple, ou dans le monde des biomédicales. Donc, ce n'est pas une question de marché, c'est une question d'intégration des services dans la stratégie. Dans les entreprises qui fonctionnent bien comme ça, avec un SAV et un commerce qui marche main dans la main, est-ce que toi, ton expérience, elle t'a permis aussi de voir que c'était plus facile de recruter des techniciens pour le coup, de les garder, de les fidéliser? Ou est-ce qu'il y a toujours un turnover, c'est difficile de trouver ou pas? Alors, ça joue pas beaucoup sur le recrutement, en revanche, ça joue énormément sur la fidélisation. C'est-à-dire que encore une fois, là, dans nos métiers, dans tous les métiers, chaque collaborateur a besoin d'être reconnu. Et nous avons tous un besoin de reconnaissance qui a des niveaux différents, mais tout le monde en a besoin. Et donc, si je rentre dans une entreprise et que les relations internes sont fluides, que je sens que le commerce me soutient, je sens que quand je soutiens le commerce, je suis utile, pourquoi j'irai voir ailleurs? Si je suis payé correctement, si j'ai des conditions de travail qui sont correctes et que je suis régulièrement formé, pourquoi j'irai voir ailleurs? Donc, et que évidemment mon manager aussi m'envoie de la reconnaissance régulièrement. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, hein, le champ serait très, très, très large. Mais si j'ai ça, j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs. Tout simplement. Du coup, moi, je suis technicien, je suis directeur technique, je suis responsable SAV. Mon entreprise, on est complètement embourbé dans ce cliché. On s'est encore pris la tête hier avec le commercial qui a vendu n'importe quoi. Avant-hier, mon technicien, il a fait une mauvaise intervention, le commercial s'est fait engueuler parce qu'on était des bons à rien. Par quoi je commence pour faire évoluer les mentalités au sein de mon entreprise? Alors, ça va commencer par des ateliers collectifs. Il y a tout un cheminement à travailler. C'est un peu plus difficile de le faire tout seul. Souvent, j'essaie de pousser les clients à l'autonomie, mais c'est pas toujours facile. Il y a des moments, il y a besoin d'un petit coup de pouce extérieur, avec des accompagnants comme moi, par exemple, hein, mais je dis pas ça pour vendre ma sauce. C'est juste parce que c'est nécessaire. Il y a besoin d'un regard extérieur. Il y a besoin de quelqu'un qui vienne dire, voilà, je vais vous donner deux, trois exemples. Je vais vous expliquer comment ça a fonctionné. Je vais vous montrer sur quoi ça s'est appuyé et on va faire des exercices, on va faire un certain nombre de travaux collectifs. Vous allez voir, vous allez voir ce que ça produit. Et on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est embourbé dans ces genres de clichés, on est sur des éléments culturels. Okay, il y a des éléments de croyance, il y a des éléments, de toute façon, j'ai déjà tout essayé. De toute façon, dans les 3 boîtes par lesquelles je suis passé, ça a toujours été comme ça. Donc, quand on est face à ces croyances-là, il faut aller les démonter. Les démonter, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous allez traiter en 2 mois. C'est pas hop, j'ai démarré, paf, 2 mois après, tout le monde s'entend bien. Ça va pas marcher comme ça. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va s'étaler sur 6 mois, 7 mois, 9 mois, 12 mois. Ça dépend de l'antériorité, ça dépend de la taille des équipes. Ça dépend d'un certain nombre comme ça, de points clés. En revanche, dans tous les cas de figure, on peut en sortir. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'exception. Quelle que soit l'histoire. Rien n'est impossible. Rien, rien du tout. Je vais donner un exemple. J'ai eu un client où on en était, quand ils m'ont appelé, à un point où le directeur technique, vous savez, et le directeur commercial ne pouvaient plus s'entendre. C'est-à-dire, c'était la guerre ouverte. Ils se balançaient des insultes quand ils se croisaient, enfin, c'était la guerre ouverte. Et donc, là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est perdu, il va falloir en licencier un des deux. Ce qui se passe souvent d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se résout. Là, quand je suis intervenu, je suis passé par des mécaniques de médiation pour commencer. Et ensuite, on a fait tout un travail de fond qui a pris 3 mois.
Et 3 mois plus tard, ils n'étaient pas devenus copains comme cochons, ok, c'est pas de la magie, mais ils se sont mis à travailler ensemble, et à vraiment travailler ensemble. Et ils ont arrêté de s'insulter. Et il n'y a pas eu à en licencier un seul. Et il y a eu un deuxième effet, qui est que plusieurs techniciens étaient partis à cause de cette guerre. Ils n'en pouvaient plus, les techniciens. Et sur les techniciens qui sont partis, donc sur une équipe à peu près de 8 techniciens, 3 étaient partis à cause de cette guerre, de ces mécaniques, plus quelques soucis managériaux. Et bien sûr, sur les 3 qui sont partis, les 3 sont revenus. Okay. Parce que, à côté de ça, tout le reste allait bien, tout le reste leur plaisait, les machines, les équipements, les clients, les marchés, tout leur plaisait. C'est juste qu'ils n'en pouvaient plus de cette guerre intestine. Donc, on peut revenir de situations qui ont l'air perdues. Okay, c'est juste un peu de travail de méthodologie. Super intéressant, c'est un bel exemple, dis donc. Très bien. Donc, gardez la foi. C'est possible de sortir de ce genre de bourbier et en plus, tout est bénéfique, ne serait-ce que pour les gens, mais aussi l'entreprise et surtout les clients. Nickel. Ouais. Avec la conséquence particulière, la conséquence particulière, c'est que quand un technicien s'en va, c'est tellement de savoir qui s'en va. Tellement de savoir. C'est tellement long de monter en compétence quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, garder ces techniciens, ça reste toujours un sujet clé. Toujours. Tiens, nouvelle idée d'épisode d'ailleurs. Ok, super, merci à vous de nous écouter. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet. Ce sera le 10e épisode déjà. Merci Laurent, et puis bonne semaine et à lundi. Bonne journée. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!